Une série de données macro montre que l'économie israélienne reste très solide malgré la faiblesse temporaire du shekel. Et nous sommes avec l'éminent économiste Daniel Guggenheim pour notre revue de la presse économique. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors aujourd'hui on va commencer par une bonne nouvelle. On va parler de l'économie israélienne qui est une des meilleures du monde. Oui, tout à fait. Il y a eu un article très intéressant publié dans un site internet de Walla, il me semble, de l'économiste Shlomo Maoz, qui est très connu dans les médias israéliens et qui fait une analyse de fond. Nous sommes maintenant fin juin, c'est-à-dire fin du deuxième trimestre, donc on a la moitié de l'année. Et donc c'est aussi souvent pour les économistes un moment pour faire le bilan et pour montrer où on en est. Et ce qui est intéressant, c'est que ça tranche avec beaucoup de choses et d'informations qui sont données par la presse israélienne financière qui souvent noircit le tableau. Alors, il parle de beaucoup de choses dans cet article. Il parle d'emploi, il parle d'augmentation de la croissance, des exportations, des importations. On va un peu préciser tout ça. Alors, l'emploi, on en est où, Daniel ? Oui, tout à fait. D'abord, le premier poste dans l'économie, quand on parle de macroéconomie, qui est important pour juger de la vitalité de l'économie, c'est l'emploi, le plein emploi. Ceux qui nous écoutent savent que souvent je parle de plein emploi, mais il a maintenant donné les chiffres de mai. Les chiffres de mai sont très très bons et impressionnants, je dirais. Il parle de façon générale, de 64% de la population israélienne qui est au travail. C'est plus important qu'en 2022, on était à 63%. Et également, point de vue des femmes, parce que souvent les femmes travaillent moins que les hommes, on en est à 61%, à comparer à 60% l'année dernière ou 58% il y a 2 ans. Donc, c'est une augmentation constante aussi dans l'emploi des femmes. Et dans l'emploi des hommes, enfin, à ce niveau des emplois, on en est à 67%, quand l'année dernière c'était autour de 66 et 65 en 2021. Alors, si on compare avec d'autres pays de l'OCDE, est-ce qu'on est plutôt bien placé ? Bien sûr. Avoir un taux de chômage qui est autour de 3%, en France, d'après ce que je sais, c'est autour de 7%. Donc, bien entendu, ce sont d'excellents chiffres. D'ailleurs, quand vous parlez de comparaison avec d'autres pays de l'OCDE, là où c'est encore plus marquant, et c'est bien entendu ce que regardent les économistes en premier, c'est ce qu'on appelle la croissance. Et là, je voudrais dire que là, il a les chiffres du premier trimestre, bien sûr 2023, qu'on compare au premier trimestre 2022. À ce niveau-là, on voit qu'en Israël, ça a été une augmentation de 3 points %. Si on regarde par personne, ça augmente une augmentation de 0,8 %. Si on fait la même comparaison par exemple des pays connus de l'OCDE, je dirais quelques-uns. D'abord, par exemple, l'Irlande qui a le moins la moins bonne note, c'est moins 4,6 %. Mais même vous prenez l'Allemagne, c'est moins 0,3 et la France c'est 0,26 %. Donc c'est vraiment, on est bien au-dessus de cela. Maintenant, si d'ailleurs je parle de la France, je voudrais dire juste un mot pour dire que sûrement nos auditeurs ont entendu parler de la réforme des retraites et de le sacrifice qui a été demandé aux Français de travailler 2 ans en plus. Il s'est avéré que les chiffres qui ont été proposés, qui ont été exposés aux députés pour cette réforme-là, se sont avérés faux. Et les chiffres de la croissance, non, les chiffres de l'endettement, les chiffres pour la retraite, je parle, de ce qui est prévu dans les recettes de la nouvelle réforme. Okay. Il disait là-bas que normalement on devait être à l'équilibre en 2030 et le corps, c'est celui qui est chargé, la commission des retraites, celui qui est chargé en France de vérifier les comptes des retraites. On dit après la réforme, on sera en 2030 en déficit de plusieurs milliards d'euros et c'est avéré que, par exemple, le gouvernement français, lorsqu'il a exposé sa loi, il a exposé des fois des recettes 2 fois les mêmes recettes. Et les chiffres ont été manipulés. Ouais. Et je pense que c'est important de dire pour ça. Pour faire voter la loi, pour dire les Français vont travailler 2 ans de plus, mais d'un autre côté, le pays se portera mieux. Or, c'est pas du tout le cas. Il sera toujours aussi endetté. Il faut faire très attention quand on présente des chiffres en macroéconomie, surtout quand c'est l'État qui le fait, de faire la véracité des chiffres. C'est pour ça que c'est très intéressant, comme cet article aussi sur lequel je me suis basé, est un article qui apporte les chiffres de la statistique, pas des choses qu'on entend comme ça dans la rue ou des choses comme ça, toujours bien vérifier les chiffres. Et je terminerai pour les chiffres
d'Israël, bien sûr, c'est une augmentation de 7% d'investissement. Ça, c'est les chiffres du premier trimestre, mais c'est énorme. Donc, ça veut dire que c'est de l'investissement intérieur. Intérieur, c'est-à-dire que les entreprises investissent plus que ce qu'ils l'ont fait en 2022, dans tout secteur confondu. Et également, point de vue de rapport exportation-importation, Israël a augmenté de 3% ses exportations, alors que les importations ont baissé de 6%. Ça parce qu'il y a, on le sait, une certaine baisse de la consommation en Israël due au taux d'intérêt qui freine l'achat des ménages surtout. Mais quand même, il y a un excédent du PIB. Voilà. Et l'excédent des balances de paiement, c'est-à-dire que lorsqu'on a une balance commerciale comme Israël excédentaire, et pas seulement commerciale, parce que c'est pas seulement les biens, c'est aussi des services qu'on rend, c'est aussi comme vous dites souvent, vous allez dire de l'argent qui arrive de l'étranger, on appelle ça la balance des paiements. Elle est excédentaire en Israël de 4% de ce qu'on appelle la production intérieure brute, donc c'est très très important. Je ne sais pas s'il y a un pays qui fait comme ça, comme Israël, et à tel point qu'Israël, bien qu'elle emprunte, on le sait, à l'étranger, mais elle est prêteuse de 200 milliards de dollars. Donc elle prête à d'autres pays 200 milliards de dollars par an? Non, c'est le prêt à l'heure actuelle. Aujourd'hui, Israël prête à 200 milliards de dollars. Si on regarde combien Israël prête au pays, c'est 200 milliards de dollars. C'est pas mal. Bon, donc voilà. On n'a pas de quoi s'affoler alors. Non, il y a en macro, parce qu'en micro, c'est autre chose. Oui, mais il y a effectivement, je n'ai pas le temps ici, des problèmes qui existent et qui sont d'ailleurs dits dans cet article-là, on en parle souvent ici, que ça soit le mobilier ou d'autres choses. Ce que je veux, c'est intéressant, c'est de montrer où on en est globalement et malgré tout ce qu'on peut entendre différemment dans la presse. Alors encore une bonne nouvelle, décidément, Daniel, ce matin, ça nous fait bien plaisir, puisque, on le sait, Israël a commencé à exploiter les gisements gaziers de gaz naturel. Ça fait déjà 10 ans. Et apparemment, c'était une bonne affaire. Oui, tout à fait. Effectivement, pour les 10 ans d'exploitation du gaz, la presse financière israélienne s'est fait l'écho d'une étude très intéressante faite par BDO et l'Union des gaz en Israël. BDO est un organisme international très sérieux d'experts comptables et les chiffres qu'ils donnent sont bons, c'est-à-dire ils sont vraiment vérifiés. Il est connu pour donner des chiffres qui sont vrais, comme je le dis. Et je fais cette introduction parce que vraiment, c'est considérable. Et ça m'a même impressionné les chiffres qui sont donnés. Et d'abord, pendant les 10 ans d'exploitation, c'est le titre du rapport d'ailleurs, l'économie israélienne a économisé 316 milliards de shekels, c'est-à-dire 120 000 shekels par famille sur 10 ans. Et ça se voit par exemple sur le prix de l'électricité, où il est en Israël la moitié du prix qu'on paye en Europe. On paye l'électricité en Israël, même si on trouve que c'est cher, c'est quand même 50% en dessous de ce que payent les autres en Europe. Donc c'est pas mal. Donc c'est ça, les 120 000 shekels par foyer, c'est ça. Tout à fait. On aurait dû aussi acheter à l'étranger. Oui. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant à dire, c'est que ce rapport a montré que l'exploitation du gaz a augmenté de 400% par rapport à quand on a commencé. Et malgré cela, les réserves d'Israël de gaz ne font que s'augmenter. Des réserves pour les années futures. C'est-à-dire que plus on creuse, plus on trouve. C'est ça. 40%. Et je crois, ce que j'ai vu, Israël est parmi celui qui a les réserves les plus importantes au monde de gaz. Donc c'est très, très impressionnant. Alors ça ramène combien à l'État, tout ça ? Combien de recettes ? Il y avait un barème qui avait été fait pour justement intéresser les entreprises de gaz à venir forer chez nous en disant tant que vous ne ferez pas tant de bénéfices, vous ne donnerez rien à l'État. Et à partir de l'année dernière, j'en ai parlé ici, ils sont arrivés à un certain bénéfice qui leur oblige par la loi à donner maintenant une partie de ce bénéfice à l'État. 20 milliards de shekels jusqu'à maintenant. Ce bénéfice doit être donné, d'après la loi, à ce qu'on appelle en hébreu Keren Osher, fonds de richesse. En vérité, le mot fonds de richesse, ça veut dire pour des besoins sociaux en Israël. Comme on est riche, c'était fait pour ça. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, malheureusement, l'ancien gouvernement, les employés du ministère des Finances avaient convaincu leur ministre, qui était libéral à l'époque, de prendre cet argent et de réduire le budget de l'État. C'était pas fait pour ça. Cette année, ça va commencer à venir pour des intérêts sociaux. Il y a des projets qui vont être faits par ça. On le sait déjà, ça a été publié. Et ce qui est impressionnant, c'est que jusqu'en 2030, on parle de 90 milliards de shekels qui vont rentrer dans les caisses de l'État, donc de façon directe, et qui pourront aider Israël socialement pour des buts non lucratifs à s'améliorer.
Bon, alors tout ça, ce sont de très bonnes nouvelles. J'imagine qu'il y a aussi, puisque c'est du gaz naturel que nous exploitons, un effet sur, sur notre climat, sur notre système écologique. Oui, et je crois que vraiment ça c'est le plus impressionnant. J'ai vu que grâce à ça, il y a une baisse de 85% en Israël de ce qu'on appelle production de gaz à effet de serre, donc qui est un des plus polluants, parce qu'avant on faisait, disons, par le charbon ou d'autres choses. Donc on produisait de l'électricité avec du charbon, aujourd'hui avec le gaz est non polluant, donc c'est génial. C'est génial. On a tout gagné. Voilà, tout à fait. Formidable. Bon, on aime bien ces bonnes nouvelles ce matin, Daniel. Alors maintenant, une nouvelle un peu moins sympathique, c'est Smotrich qui a poussé un coup de gueule, on va dire, contre certaines caisses de retraite qui ont fait, on va dire, non pas des malversations, mais disons des manipulations pas très licites. Oui, tout à fait. Il existe un site financier en Israël très sérieux et spécialisé, bien entendu. Il s'appelle BizPortal. Et c'est un des seuls, d'ailleurs, qui fait de l'analyse des comptes qui sont publiés par les entreprises ou des choses comme ça. Et ça manque beaucoup en Israël. Et il a, par exemple, vu qu'il y a une boîte d'investissement qui s'appelle More, qui est assez connue dans le public israélien. Et qui propose des fonds de pension, des choses comme ça. OK. Exactement. C'est une boîte d'investissement. Il faut aussi des SICAV et d'autres investissements. Il est aussi gérant. Mais là, ça qu'on va parler, il s'occupe aussi de retraite. Avant de s'occuper de retraite, il avait des petites, ce qu'on appelle en hébreu, coupot de Gemel. Ça veut dire des petites caisses de retraite. Alors, qu'est-ce qui a fait sa réputation? Qu'est-ce qu'il a fait? En bourse, sans entrer dans le détail, mais pour expliquer en gros ce qu'il a fait, en bourse, les entreprises, les sociétés qui sont cotées, et c'est une des raisons qui sont là-bas, se financent en bourse. Ils le font de deux façons. Ou bien ils empruntent, et la plupart du temps, ils émettent ce qu'on appelle des actions. C'est comme pour donner que les gens comme ça, c'est une sorte qu'on est propriétaire de l'entreprise. Et qu'est-ce qu'il est allé? Il y a des sociétés qui, lorsqu'ils émettent des actions, ils le font pas au grand public. Ils le font aux institutionnels. Quel est l'intérêt? C'est parce que comme ça, il sait que ça va aller très vite, et souvent ça lui permet d'avoir peut-être de pouvoir donner des petits cadeaux à des gens qu'après il sait que il pourra l'aider plus tard s'il y a besoin. Alors qui a acheté ces actions? Alors justement, alors More s'est spécialisé dans acheter, sans regarder même d'ailleurs de quoi il s'agissait. Quand il y avait une émission d'actions privées pour les institutionnels, il achetait pour sa coupa de Gemel. Okay. Or, quand une société fait ça, elle regarde quel est son cours en bourse le jour-là, et elle donne toujours une réduction dans le jargon, ça s'appelle discount, par rapport au prix à la bourse, pour intéresser justement l'institutionnel, qui d'ailleurs sont prêts à donner beaucoup d'argent. Donc, il leur fait un petit cadeau. 10, 20%, ça peut aller. Et donc, immédiatement, comptablement, vous avez, par rapport au chiffre qui est coté en bourse, vous avez un bénéfice que vous pouvez publier. Et sans regarder, d'ailleurs, comme je l'ai dit, c'est ce qui est très grave, de voir si après, plus tard, ces sociétés, les actions que tu as achetées maintenant, tu pourras les revendre et à quel prix. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'après, quand elle a fait ça suffisamment, elle a dit, maintenant, je ne veux plus être seulement coupa de Gemel, je vais être Keren Pensia et me spécialiser d'ailleurs à ceux qui ont moins de 50 ans. C'est là qu'il y a énormément bien entendu, de cotisations et de choses comme ça. Lorsque les assureurs ou les gens voyaient qu'elle faisait une rentabilité, elle présentait en moyenne sur les quelques années, disait, moi, j'ai fait 10%. Et regardez les autres, ils faisaient 5%. Il n'y a pas de miracle en général en finance. Et c'est ça, c'était ce qu'on appelle un trick. Et c'est pas moi qui dis le mot, c'est Smotrich. Il a dit le mot de trick pour arriver à ça. Et donc, les gens se sont fait attirer. Maintenant, si les gens avaient pu avoir les chiffres des 2 dernières années où elle avait été Keren Pensia, elle aurait vu que c'était beaucoup moins intéressant. Ouais, donc, en fait, ils ont signé pour avoir 10% de rentabilité. Total, ils se sont retrouvés peut-être avec la moitié, peut-être encore moins, on ne sait même pas. Tout à fait. Et donc, ça fait un peu scandale. Voilà. Et donc, il a parlé même de possibilité de législation à ce niveau-là. Il faut dire que le rechute... s'ils sont tout seuls, si c'est les seuls à faire ça, bon, moindre mal. Non, mais c'est une législation qui veut faire sur comment présenter la rentabilité de ce genre de caisse de retraite. Ça, c'est très important pour le public et je pense que c'est une bonne chose si ça va être fait. Maintenant, puisque je parle de retraite, je voudrais ici, avec votre permission, créer un cri d'alarme. J'ai souvent des cas de Olim qui, d'ailleurs, je dis Olim parce que souvent ils ne comprennent pas ce qui se passe en Israël ou ils ne comprennent pas très bien
leurs employeurs que lorsqu'ils travaillent, on ne coustise pas pour eux à leur retraite. Il y a des cas qui me sont venus extrêmement tard, et donc il n'y a qu'un avocat qui peut agir, et c'est très très compliqué. Donc, si on a un doute sur sa fiche de paie, si on ne voit pas apparaître la retraite que l'employeur est censé cotiser pour nous, eh bien, on vous contacte. Oui, parce que je voudrais juste dire que j'ai eu un exemple récemment, quelqu'un qui l'a fait, et immédiatement je suis intervenu, et on lui a immédiatement redonné rétroactivement tous ses droits depuis qu'elle a commencé à travailler. Donc vraiment, c'est important. Voilà. Il y a beaucoup d'argent en jeu souvent. Alors voilà, pour tout ce qui concerne les retraites, on va terminer avec les banques dans la tourmente en Israël parce qu'ils ne veulent pas rémunérer les comptes courants. On en avait parlé la semaine dernière. Malgré le fait qu'ils aient gagné beaucoup d'argent sur notre dos, ils ne veulent pas rémunérer nos comptes. Pourquoi, Daniel ? Oui. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'il y a eu comme développement cette semaine ? Première chose qu'il y a eu, c'est mardi, une lettre de la directeur de la Banque d'Israël à Netanyahou, en lui disant « J'ai très peur pour l'indépendance de la Banque d'Israël. Je vois une loi, une velléité législative, une loi qui va être proposée dans les jours suivants, qui dit la chose suivante. On veut que le ministre des Finances puisse dire à la Banque d'Israël, aux banques, aux banques, vous ne donnez pas assez de taux d'intérêt, et donc s'adresser à la Banque d'Israël en disant la chose suivante. On veut que tu demandes aux banques qu'ils donnent au moins la moitié des taux directeurs. À l'heure actuelle, le taux directeur étant de 4,75%, ça serait autour de un peu plus entre 2 et 2,5%. Sur les comptes courants. La logique aussi est de dire la chose suivante. Lorsque vous êtes en minus, combien d'auditeurs le sont? Chaque shekel que vous êtes en minus, quel que soit le plancher, vous le payez. Et cher en ce moment. D'ailleurs, plus de 10% à mon avis. Et donc, il n'y a pas de raison que de l'autre côté, si on a de l'argent sur le compte courant, il ne soit pas rémunéré. Ce sont des milliards de shekels que les banques ont gagné, nous avons souvent dit ici, vu l'augmentation des taux de la banque. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a eu des réactions? La première réaction fut que le shekel a baissé parce que les milieux financiers se sont énervés de voir, inquiétés de voir cette réaction de la Banque d'Israël. Ça, c'est la première chose. Il faut quand même dire qu'il y a 2 ou 3 banques qui ont commencé un peu à réagir, c'est-à-dire, par exemple, la Banque de Jérusalem a dit, moi, je suis prêt à donner jusqu'à 25 000 shekels, je ne sais pas pourquoi jusqu'à 25 000 shekels, de compte courant, 2,5% à peu près, de rémunérer. Et ça, de n'importe quelle banque. Si quelqu'un va maintenant me mettre sur un compte courant, ouvrir pour ça, je suis prêt à lui donner au jour le jour. Ils cherchent des clients, je crois, la banque Yerushalayim. Il y a eu aussi la banque Digital 1.0 qui a fait une déclaration en disant celui qui aura de compte courant chez moi, bon c'est vrai que là-bas elle est chère comme banque d'ailleurs, plus chère que les autres, et alors ils seront rémunérés à 2 quelque chose %. On parle que d'autres banques feraient quelque chose. Pour l'instant, c'est dans les prochains jours, on n'a pas encore de nouvelles. Je voudrais dire à ce sujet-là, parce que j'ai eu beaucoup de téléphones de Olim, après mon dernière émission, ou même les autres, sur les Keren Kaspiot, c'est-à-dire les SICAV monétaires dont je parle souvent. Et ils ont eu souvent un mur face aux banques, parce que les banques, souvent, ne sont pas intéressées à leur donner ça, et ils font tout pour leur proposer des dépôts à terme, parce que là-bas, c'est ça qui gagne le moins, et c'est dit leur prêt financière, d'ailleurs, parce que bien qu'ils augmentent, leur montant augmente, ils sont maintenant à 80 milliards de shekels, début de l'année, ils étaient autour de 40, c'est pour vous montrer que les Israéliens le savent, mais il faut insister pour demander les casse-pites, voilà. Les SICAV monétaires, il faut insister. Et une dernière phrase que je voudrais dire à ce sujet-là, parce que j'ai entendu par exemple hier quelqu'un qui m'a dit qui avait droit à un conseiller financier parce qu'elle avait un bon portefeuille, et le conseiller financier lui a dit je te conseille d'acheter des obligations d'État parce qu'ils ont tellement baissé qu'ils ne pourront pas baisser plus. Voilà ce que et je lui ai dit à celle qui m'a parlé, aujourd'hui même, quand elle vous a parlé, les obligations d'État ont baissé en Israël. Alors, on ne peut pas dire des choses pareildis, ou bien l'autre n'a pas compris ce qu'on lui a dit. Bon, il y a les SICAV, c'est plus sûr. Il y a un très grand problème, je veux dire, je dis pas que tous les conseils financiers font pas leur boulot, mais je vois, et c'est connu d'ailleurs la presse financière en Israël, il y a un grand problème dans le conseil financier, en investissement dans les banques, et je peux vous dire qu'il y a des gens qui se sont adressés à moi, que sur les portefeuilles, et je
que je suis allé, parce qu'ils m'ont demandé, avec eux devant le conseil, d'ailleurs, qui fait plus attention puisqu'il sait que je suis derrière, que depuis le début de l'année, ils n'ont pas seulement des casse-piotes, ils ont un truc général, ils ont fait 5%. Tous les gens que j'ai accompagnés ont fait 5%. Si vous n'avez pas ça dans un truc général, posez-vous des questions. Bon, voilà, je pense que le message est passé. Nous, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouvelles économiques. Merci d'avoir été avec nous. Merci.